Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé en Afrique. Dans ce numéro, nous parlons du cancer de l'enfant. Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% des enfants atteints d'un cancer dans les pays à revenus élevés guérissent contre moins de 30% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Donc, on a plus de 70% de décès. Ces décès évitables dus au cancer de l'enfant, puisqu'on en observe de plusieurs formes, résultent en partie d'une absence de diagnostic, d'un diagnostic erroné ou tardif, et bien d'autres facteurs encore. Alors, qu'en est-il justement de ce diagnostic du cancer de l'enfant sur le continent? Eh bien, nous en parlons à la faveur de Septembre en Or, Mois international des cancers de l'enfant. Et vous pouvez donc le voir avec donc cet emblème que nous portons, et c'est avec professeur Atebi Jean-Jacques Yao que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir sur le plateau d'Hebdo Santé. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Eustache Kwaku. Alors vous êtes pédiatre oncologue à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et responsable du groupe de travail hémato-oncologie de la Société ivoirienne de pédiatrie. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites, professeur. Merci, merci. Également avec nous, Miss Dao Fatoumata. Vous êtes chargée de partenariat au programme national de lutte contre le cancer et présidente fondatrice de l'ONG Tilor. Bonjour Miss Dao. Bonjour Monsieur Kwaku. Alors je précise que Tilor est une ONG de lutte contre le cancer pédiatrique, plus précisément dans le diagnostic précoce. Oui. Et vous êtes également membre de la COLCC, qui est donc la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, mademoiselle. C'est moi qui vous remercie. Alors pourquoi avoir choisi le diagnostic précoce du cancer pédiatrique comme domaine d'action? D'accord, merci beaucoup Monsieur Kwaku. Nous l'avons choisi parce que constat fut fait, les enfants arrivent à un stade tardif, donc la prise en charge se veut un peu complexe. D'accord. Et c'est ce qui donne un taux assez bas de prise en charge et de guérison des malades. D'accord. Et nous avons constaté, et bien entendu après entretien avec les spécialistes, dont le professeur Atebi, qui est notre mentor, et il nous a fait comprendre que lorsque les enfants arrivaient tôt, le diagnostic se faisait assez tôt, le cancer pédiatrique était curable. D'accord. D'accord. Et il y avait plus de chances de sauver les enfants. D'accord. Voilà. On en parlera donc tout à l'heure. Alors, professeur, je l'ai dit à l'instant, on a plusieurs formes de cancer de l'enfant. Et quels sont les plus fréquents? Oui, merci pour cette question. Disons que lorsqu'on aborde la question du cancer de l'enfant d'une façon générale, c'est un problème qui se pose, un problème surtout en termes de méconnaissance. Et justement, c'est une occasion pour nous de pouvoir faire un peu une petite lumière là-dessus et sortir justement le cancer de l'enfant de l'ombre. Et donc, je tiens à remercier cette initiative de l'ONG Tilor de nous permettre d'être ici dans ce plateau TV et de parler un peu des choses qui vraiment nous tiennent beaucoup à cœur. Bien sûr. Alors, quand on parle de cancer de l'enfant, il faut comprendre qu'il existe beaucoup de cancers chez l'enfant. Il existe plusieurs types de cancers, c'est assez varié, mais dans le continent africain, on a pratiquement, j'allais dire, 5 pathologies cancéreuses qui vont dominer un peu le tableau. Ah bon? Oui, et donc qui, à elles seules, vont représenter l'essentiel des cancers de l'enfant, de telle sorte que si l'action est portée sur ces 5 cancers les plus fréquents, on aura au moins atteint notre cible à hauteur de, j'allais dire, 80%. Et quels sont ces cancers? Est-ce qu'on peut les citer? Oui, alors justement, ces cancers-là sont les suivants. Les noms sont des noms un peu rébarbatifs, mais il faut retenir que le tout premier cancer de l'enfant, ici,
je dirais, en Afrique, hein, de façon générale, mais particulièrement dans la zone subsaharienne. Subsaharienne, donc dans toute la zone Afrique noire, on a le lymphome de Burkitt qui constitue pratiquement le cancer le plus fréquent, le cancer numéro 1 de l'enfant africain. Alors, quand on parle de lymphome de Burkitt, il s'agit d'un cancer des ganglions. Des ganglions, donc quand on parle de ganglions, retenons que le ganglion, c'est ces petites boules-là qu'on perçoit parfois au niveau du cou ou au niveau du menton, qu'on peut percevoir parfois au niveau des aisselles ou du pli de laine. En temps normal, ils ne sont pas visibles du tout, mais quand le phénomène du cancer se met en place, on va avoir une tuméfaction. Donc ces ganglions vont prendre beaucoup plus de volume et en ce moment on parlera de lymphome. C'est un peu de cela que vient le terme. Burkitt, en fait, c'est le nom de celui qui en a parlé la première fois, donc du médecin qui a fait la description et dont le nom a été donc gardé pour cette affection. Donc c'est le tout premier cancer de l'enfant ici. Il représente grosso modo, pratiquement, c'est presque 40-45% des cancers chez l'enfant. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Et il est, pour répondre donc à la question, il est accompagné d'autres types de lymphomes. Il y a un autre lymphome qui est un peu moins fréquent, le lymphome d'Hodgkin. Et quand on sort de ces lymphomes-là qui sont un peu dans le groupe des cancers qui ont attrait aux ganglions, on a aussi un autre cancer hématologique donc, qui est le cancer du sang par excellence, qui est la leucémie aiguë. Et donc avec ce groupe de cancers, on évolue aussi vers d'autres types de tumeurs qui sont des tumeurs d'organes comme l'œil pour le rétinoblastome ou le rein pour le néphroblastome. Donc voici un peu les 5 pathologies cancéreuses les plus fréquentes. Alors mais comment vous expliquez que ces cancers-là sont méconnus? Alors la méconnaissance, disons qu'elle se situe à plusieurs niveaux. Elle se situe à plusieurs niveaux. C'est vrai que globalement, lorsqu'on parle de cancer chez l'enfant, comparé à l'adulte, c'est-à-dire que les cancers, c'est pratiquement pour l'enfant, parce qu'il faut aussi préciser, quand on parle d'enfant, retenir qu'on parle de sujets entre 0 et 18 ans, parce qu'on inclut les cancers des adolescents. Les adolescents, d'accord. Donc, on se rend compte qu'entre 0, anciennement on parlait de 15 ans, mais maintenant à 18 ans, les cancers qu'on va rencontrer dans cette tranche d'âge-là, c'est globalement 1% des cancers humains. Donc, sur cet angle-là, ça semble être quelque chose de pas très fréquent. D'accord. Alors que le poids ou le fardeau du cancer, il est le suivant, c'est-à-dire que nous avons des populations qui sont relativement très jeunes, parce que dans nos populations africaines, la population des moins de 18 ans, c'est pratiquement 45 voire 50% de la population. Et donc, quand on met un peu en exergue que l'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas de cancer dans cette population-là, de façon mondiale, c'est à peu près 13 nouveaux cas pour 100 000 personnes. Et par an, on se retrouve avec un volume de 400 000 nouveaux cas de cancer dans la population pédiatrique au niveau mondial. Mais le problème, c'est que, vous l'avez dit un peu en introduction, c'est-à-dire que si le cancer il est ubiquitaire et qu'on le rencontre un peu partout chez l'enfant, donc c'est-à-dire qu'on soit en Occident ou dans des pays moins nantis comme en Afrique, on retrouve les mêmes types de cancers. Donc c'est le même visage. Seulement, c'est que le gros fardeau, c'est que 80%, vous l'avez annoncé, 80% et même plus de ces pathologies cancéreuses retrouvées dans les pays qui ont beaucoup plus de moyens, ces enfants-là guérissent dans 80% des cas, et même plus, alors que chez nous, c'est l'inverse. Il n'y a que pratiquement 20 à 30% d'enfants qui vont survivre, alors que le cancer, il est curable. D'accord. Et c'est pour cela que on essaie donc de tabler Le cancer de l'enfant, il est curable? Il est curable. D'accord. Le cancer de l'enfant, il est curable. La majeure partie des cancers de l'enfant sont différents de ceux de l'adulte. Ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes types de cancers. D'accord. Le cancer de l'enfant, il est assez spécifique et la grande majorité de ces cancers ne se retrouvent que
chez l'enfant et on ne les retrouve pas dans la population adulte. D'accord. Ils ont cette particularité d'être curables, mais c'est au prix quand même d'un diagnostic qui est précoce. D'où un peu le cheval de bataille de l'ONG, Tilor, qui nous accompagne aujourd'hui. Et quand on parlait de méconnaissance, il faut comprendre que justement, c'est ce caractère-là un peu particulier parce qu'on sait tous dans l'imaginaire que quand on parle de cancer, c'est l'adulte, franchement. Et surtout le 3e âge. Et donc, ça surprend toujours, même le professionnel de la santé, qu'on puisse vraiment, dans une population pédiatrique, aborder la question du cancer. Ça fait un peu bizarre, mais c'est une réalité. Et donc, c'est un peu ce défaut-là, en termes de fréquence, en termes de maladies pour lesquelles le visage n'est pas tellement bien défini parce qu'il est multiforme, les signes ne sont pas très, très évidents. C'est tout cet ensemble d'éléments qui font qu'à ce jour, on a cette méconnaissance-là qu'on va observer tant au niveau de la communauté qu'au niveau des professionnels. Alors, fort heureusement, vous l'avez dit, ces cancers donc, de l'enfance sont curables. On peut donc en guérir à condition que le dépistage donc, se fasse assez tôt, précocement. Cela donc soulève le problème donc, de ce diagnostic qui est absent ou qui est tardif. Alors, comment est-ce que vous l'expliquez, Miss Dao? Pourquoi est-ce que ce diagnostic se fait souvent tardivement ou alors on n'en a même pas? Bon, on pourrait l'expliquer par la méconnaissance déjà des signes d'appel du cancer pédiatrique et aussi l'ignorance en quelque sorte de la population, d'accord, du fait qu'il y a un cancer de l'enfant qui existe. Parce que moi-même j'ai été pris au dépourvu, il m'a fallu être au programme national de lutte contre le cancer pour savoir qu'il y avait un cancer de l'enfant. Je me suis posé la question de savoir, mais que peut bien manger un enfant pour avoir un cancer? D'accord. Qu'est-ce qui peut emmener un enfant à avoir un cancer? Les enfants sont tout le temps à l'hôpital, en pédiatrie, donc ils sont vraiment suivis et les parents vraiment veillent au grain avec les enfants déjà de 0 à 10 ans. Et lorsque vous allez à l'oncologie du CHU de Trècheville, à l'hôpital mère-enfant chez professeur Atebi, la majorité des enfants atteints de cancer sont dans cette tranche d'âge. On va dire 8 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Pourtant, ils sont tous en pédiatrie, soit pour un palu, soit pour une fièvre, soit pour une carie dentaire et tout. Mais les médecins, les professionnels de santé n'arrivent pas à détecter tôt, ou soit les parents, par ignorance, comme on l'a dit. Donc, pour nous, la détection, le diagnostic précoce passait par la sensibilisation de la population ivoirienne. Mais l'ONG, nous avons commencé par cibler les parents d'élèves au préscolaire. Parce que pour nous, c'était important. Au préscolaire. Alors pourquoi cibler les parents, les amener à reconnaître les signes? Les signes d'appel. D'accord. Ça va les interpeller à aller vers les centres spécialisés. D'accord. Déjà, peut-être, on va dire, l'hôpital ou le CHR de la commune ou du quartier. Et eux, s'ils détectent une suspicion de signes de cancer, vont maintenant guider les parents vers les 2 unités que nous avons à Abidjan, le CHU de Trècheville et l'hôpital mère-enfant. D'accord. Alors, professeur, les signes d'appel, les signes d'alerte, c'est quoi? Des cancers chez l'enfant? Oui, justement. Alors, quand on parle de signes d'alerte, l'une des grosses difficultés que nous observons sur le terrain, c'est que ces signes-là ne sont pas vraiment spécifiques. Quand je dis spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un signe d'alerte qui va vous faire tout de suite penser à un cancer. Ah bon? Non. Là, c'est une grosse difficulté. Oui, justement. Alors, qu'est-ce que vous dites aux parents alors, dans vos sensibilisations? D'accord. Déjà, dans nos sensibilisations, nous avons eu une sensibilisation mercredi 20 septembre à l'école préscolaire de Koumassi. Et là, il était question de faire comprendre aux parents. Vous avez un enfant qui fait un paludisme à répétition, une anémie à répétition, ou lorsqu'il va jouer avec ses amis, dès qu'il rentre, il a toujours mal aux articulations, il fait des fièvres à répétition également. C'est mieux de vous rendre dans un centre pour des analyses. Et c'est là encore qu'intervient notre action principale à travers notre partenariat avec un laboratoire dont je ne citerai pas le nom,
qui nous permettent de réduire les coûts d'analyse des enfants lorsqu'il y a une suspicion de cancer. Et pour cette première année de phase pilote, elle commence en octobre. On aura des bulletins de réduction d'analyse qui seront déposés dans nos laboratoires nationaux avec qui nous avons signé des partenariats et qui vont permettre aux parents de bénéficier de réductions pour pouvoir faire des analyses parce que c'est très coûteux. Je pense que le professeur Atebi vous donnera plus de Qu'est-ce qui est coûteux, la prise en charge ou le diagnostic? Le diagnostic précoce avec les analyses. Les analyses du cancer pédiatrique sont coûteuses. Ouais. Professeur Atebi, Oui, en quoi oui. consiste le diagnostic et ça coûte combien, comme on vient de le dire? Oui, justement, c'est-à-dire que, alors, mais si vous permettez, je reviendrai un peu sur Allez-y. les signes d'alerte parce que D'accord. je pense que c'est un élément important pour que la communauté, quand je dis la communauté, c'est les parents d'enfants, Bien sûr. puissent un peu faire attention. Miss Dao l'a dit un peu tout à l'heure. C'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure aussi. Il n'y a pas un signe qui est vraiment particulier. Seulement, on demande aux familles, aux parents que lorsqu'ils observent un enfant qui fait de la fièvre, qui est fatigué, qui ne se sent pas bien, ils ont fait la démarche d'aller à l'hôpital, ce qui était déjà très bien, le fait de consulter vraiment pour tout signe ou symptôme particulier chez l'enfant. C'est une bonne démarche. Après, lorsque les traitements sont appliqués, que devant, on n'observe pas l'amélioration qu'on espérait et que ça traîne, 1-2 semaines, déjà, il faut se dire qu'il faut peut-être approfondir les choses. Et donc, avoir toujours ce recours-là à l'hôpital, sachant que, bon, comme elle a dit, il y a des bilans qui peuvent se faire, qui vont permettre vraiment de creuser la situation et peut-être de tomber sur quelque chose de plus important. Ah d'accord. Oui. Il y a des examens Voilà, pour des examens approfondir. qui peuvent permettre d'approfondir mais juste à côté de cela, aussi donner l'opportunité aux familles quand même de comprendre que il y a des signes parfois qui, j'allais dire, qui sont assez révélateurs. S'ils observent parfois des anomalies du regard chez un tout jeune enfant, c'est-à-dire on voit que l'œil, il n'est pas normal, l'œil a une brillance particulière ou l'œil a une tendance à sortir de son orbite ou peut-être qu'on a un signe parce que la cataracte par exemple où on voit ce qu'on appelle la terre là au niveau de l'œil, la partie noire qui devient blanche, ces signes-là souvent sont observés, on les prend pour une cataracte banale alors que souvent ça peut cacher quelque chose de beaucoup plus grave, donc un cancer de l'œil. S'ils observent une partie du corps de l'enfant où il y a une masse, donc quelque chose qui est en train de pousser, ils sentent une boule, quelque chose d'anormal, même si l'enfant n'a pas l'air de se plaindre, il faudrait quand même consulter pour cela. Et donc en termes d'analyse, aujourd'hui avec la plupart de nos services hôpitaux généraux, régionaux, les CHU ont un plateau technique suffisant pour approfondir tant au niveau biologique qu'au niveau de l'imagerie. Il faudrait juste retenir, si vous permettez, oui. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de diagnostic, il faudrait, en fait, il y a une échelle. C'est-à-dire qu'en termes de coût, mais le diagnostic en lui-même, il n'est pas aussi cher que cela. D'accord. Aujourd'hui, je vous dis par exemple que si on remarque un enfant qui a une masse quelconque au niveau de l'organe, d'une partie du corps, une ponction qui permet d'aboutir au diagnostic ne coûtera peut-être tout au plus dans un service public que 15 000 francs CFA. Ne serait-ce que ça, vous voyez, ponctionner une masse, la mettre sur l'âme, étaler, regarder au microscope, tout ça, ça ne leur coûtera peut-être 15 à 20 000 francs. Et là, le diagnostic est parfois très, très, très facile à réaliser. Nous avons des numérations qui sont faites assez couramment dans nos centres, dans tous les centres, même les plus basiques, ont de quoi faire ce qu'on appelle la numération sanguine. Mais qu'est-ce qui vient compliquer les choses pour ça? Alors, tout simplement, ça complique les choses. Ce qui complique les choses, c'est que souvent, on ne fait pas de lien entre certains signes, leur persistance et peut-être les premiers éléments qu'on va observer aux analyses qu'on va réaliser. D'accord. Donc, il y a souvent ces éléments-là et puis parfois, on sait qu'il y a souvent un besoin de ce qu'on appelle une concertation. C'est-à-dire que lorsque on a fait ce qu'on a l'habitude de faire et qu'on n'a peut-être pas obtenu les résultats, on peut échanger avec des confrères et discuter un peu de la situation, voir dans quelle mesure certains examens, peut-être qui peuvent se faire, seraient utiles.
Donc il y a souvent ces échanges-là, ce réseau médical qui permet parfois de discuter des cas. Et on l'a vu un peu aujourd'hui lorsqu'on a essayé de faire cette démarche-là. Quand on dit démarche, c'est-à-dire qu'on allait vers des centres de premier contact et qu'on a rencontré des professionnels en leur faisant un peu revenir le principe de ce qu'on appelle les signes précoces et en mettant une sorte de réseau. On se rend compte que dès lors qu'ils rencontrent quelque chose qui leur paraît un peu suspect, ils ont vraiment cette tendance-là à donc revenir vers nous et on en discute parfois et on oriente certaines choses. Donc c'est un peu comme un réseau qui se met en place. D'accord. Alors, grâce à vos actions, Miss Dao, vous l'avez dit, aujourd'hui, les coûts sont réduits. Donc, ça permet donc de poser des diagnostics un peu plus précoces et assurer donc une prise en charge. Alors, comme on l'a dit, vous l'avez dit, hein, lorsque le dépistage est fait assez tôt, les chances de guérison sont vraiment donc bien meilleures. Et lors donc du lancement des activités de l'ONG TILOR, vous avez montré un peu l'évolution donc du diagnostic en Côte d'Ivoire précisément. Hein, aujourd'hui, on a un taux de diagnostic assez élevé et c'est encourageant. Oui, effectivement, on a observé que depuis donc, les années 2010, on a abordé un nouveau virage parce que antérieurement, avant 2000, on avait pratiquement très peu de cas diagnostiqués. À peine une cinquantaine de nouveaux cas qui sont diagnostiqués. Les choses ont évolué. Et qu'est-ce qui explique cette évolution? Alors, justement, parce que la question se pose, on se demande, est-ce que ces cancers ont toujours existé? Non, est-ce que c'était les capacités diagnostiques qui n'étaient pas encore disponibles? Disponibles, oui. Et donc, on passait à côté, et bon, c'était sous-diagnostiqué. Ou est-ce que réellement, il y a de plus en plus de cas? Le débat reste ouvert. On pense que c'est les deux facteurs mis ensemble. C'est-à-dire que avec l'évolution des choses, le changement de l'environnement, peut-être on reviendra un peu là-dessus sur les facteurs du cancer, mais on se rend compte que notre environnement a beaucoup évolué et il y a des facteurs qui vont influencer le développement des cancers. Il y en a de plus en plus, réellement. D'accord. Et aujourd'hui aussi, on fait plus attention, donc on sait de mieux en mieux diagnostiquer grâce au plateau technique qui est devenu plus performant. Il ne reste malheureusement plus assez de temps. On y reviendra au cours d'une autre émission. Parler donc des facteurs favorisant donc ces cancers. Miss Dao. Oui, pour apporter un additif à ce que vient de dire le professeur Atebi, je voulais juste souligner aussi qu'il y a eu la création des ONG, plusieurs ONG quand même depuis 2010. On a l'un des plus anciens sur le terre. Je peux citer, hein. Bien sûr. Aline, Adorade, l'ONG Aurore. On a également l'AEC qui ont aussi pris le bâton de pèlerin, ce sont nos devanciers. Ils nous ont aussi épaulés dans nos débuts. On a eu Rocco à leur conseil. Donc, d'accord. Donc il y a cette collaboration avec les organisations nationales et internationales aussi. Oui, internationales pour l'ONG TILOR. On s'est rendu l'an dernier au Maroc. On est allé voir le centre Lala Salma à Casablanca. On a rencontré quelques responsables. On a fait un tour au service cancérologie de Mohamed V. On a rencontré Dr Abdelali, je pense bien. D'accord. On a discuté et elle nous a fait comprendre qu'ils seront également à Abidjan d'ici 2024. Donc ils prévoient venir en tout cas parce qu'ils ont vu l'évolution de la lutte du cancer depuis ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Ils sont très satisfaits. Donc, ils viendront s'imprégner de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Ce sera avec plaisir que nous, ONG TILOR, on les accompagnera pour leur visite et tout et tout. Donc, remercier ces ONG de lutte contre le cancer pédiatrique en Côte d'Ivoire, déjà que j'ai cité. Nous sommes pratiquement au nombre de 8 ou 9. D'accord. Et on attend toujours. On attend toujours. En tout cas, ils font un travail formidable et voilà. Allez, félicitations donc pour ces actions-là, Miss Dao. Pour terminer rapidement, on vient donc de passer ce mois en or, septembre en or. Alors, vous avez mené des actions, mais qu'est-ce que vous souhaitez donc pour que véritablement on puisse réaliser donc le diagnostic précoce du cancer chez l'enfant?
Ce qu'on souhaite vraiment, c'est de sensibiliser encore plus, informer la population. Parce que tant que c'est encore méconnu, il y aura toujours des diagnostics tardifs. Entre-temps, on a besoin que nos enfants puissent avoir, la même chance dans cette vie, parce que ces enfants n'ont rien fait pour mériter ce cancer. D'accord. Alors, professeur, pour terminer rapidement, il y a forcément donc un avantage à faire donc le diagnostic précoce du cancer chez l'enfant. Oui, justement, c'est-à-dire que si vous avez bien compris les choses, vous avez vu qu'on n'a pas parlé de dépistage, on a surtout parlé de diagnostic mais précoce, et c'est très différent. Parce qu'aujourd'hui, chez les adultes, on peut parler de dépistage, on fera des campagnes, on va cibler des populations. Mais le gros message, c'est que le cancer, non seulement il existe de l'enfant, il n'y a pas une population pédiatrique particulièrement plus exposée que l'autre. C'est-à-dire que tous ces enfants-là sont tous à risque, à un moment donné de leur existence, de développer un cancer. Et comme on n'a pas encore fini aujourd'hui avec les maladies infectieuses transmissibles, mais on a ce fardeau des maladies chroniques qui vient encore s'ajouter, il faudrait que dès maintenant, avec les ONG et les masses médias, on aille sur ce terrain-là de l'information et de la sensibilisation, justement pour arriver à découvrir beaucoup plus tôt. Parce qu'un cancer qui est découvert tôt se soigne plus facilement avec de meilleures chances de guérison. Et surtout sans séquelles, parce qu'il faut aussi penser à l'avenir de l'enfant qui s'en est sorti. Et tout ça. Donc c'est vraiment ce cheval de bataille-là qui est vraiment, le fer de lance de la lutte contre le cancer de l'enfant. En tout cas, merci à vous, professeur Atebi, pour toutes ces informations. Je vous l'ai dit, on aura l'occasion de se retrouver ici sur ce plateau pour parler un peu des facteurs, pour parler un peu de ce dépistage. Pourquoi on ne parle pas de dépistage, on parle plutôt de diagnostic. On aura l'occasion d'expliquer tout cela. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes pédiatre oncologue à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et responsable du groupe de travail hémato-oncologie de la Société ivoirienne de pédiatrie. Et on va saluer donc professeur Amorissani Folké, qui est donc la présidente de cette société savante. Voilà, en tout cas, merci également à vous, Miss Daoufa Toumata. Vous êtes chargée de partenariat au programme national de lutte contre le cancer et présidente donc de l'ONG TILOR, qui lutte contre le cancer pédiatrique précisément dans le domaine du diagnostic précoce. Je rappelle que votre ONG est membre donc de la COLCC, qui est donc la coalition des organisations de lutte contre le cancer, avec à sa tête la dynamique présidente Maître Fatiga, qui en fait donc un coucou. On aura donc plaisir à vous retrouver. Merci à vous, messieurs, dames, Fares Sakura. Michel Yao et Arnaud Dodosso ont réalisé ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Medium.